Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma collègue Gérard Asma et moi, Firdaus Lotfi, allons traiter le design pattern médiateur. Alors, restez à l'écoute. Nous commencerons par la problématique et puis une définition du design pattern médiateur et puis son diagramme UML et puis un exemple implémenté en Java et puis les avantages et les inconvénients du médiateur et puis le checklist et pour finir une comparaison avec le design pattern d'observateur. Commençons notre présentation avec la problématique d'un aéroport. Dans un aéroport, les différents avions doivent communiquer entre eux pour s'assurer des routes aériennes prises par les uns ou les autres, ainsi que s'assurer que la piste d'atterrissage est inoccupée. Le problème réside dans le fait que lorsque chaque avion doit communiquer avec tous les autres avions d'un certain aéroport, la communication devient pénible, voire impossible. La solution qui a été proposée est celle de la tour de contrôle. Ainsi, la communication entre les deux avions se fera par le biais de ce dernier, et les objets avions qui étaient fortement couplés seront maintenant faiblement couplés. Cet exemple illustre très bien le schéma du design pattern médiateur, qui nous permet de concevoir des composants réutilisables, mais dont les dépendances entre eux démontrent le phénomène du code spaghetti. Vous pouvez bien comprendre le code spaghetti lorsque vous avez 20 objets et que chaque objet doit interagir avec les autres objets d'une manière ou d'une autre. Il faut donc faire face à un ensemble complexe d'objets et avec un code dans aucun ordre réel. Tout est interdépendant. C'est à ce moment que le modèle médiateur peut être utile. Médiateur est un patron de conception comportementale qui diminue la complexité et les dépendances chaotiques entre les objets nécessairement couplés communiquant directement entre eux. Il restreint les communications directes entre les objets et les force à collaborer uniquement via un objet médiateur qui s'occupe de l'interaction entre les objets dépendants. Par conséquent, toute communication passe par le médiateur. Cela favorise un couplage faible, car un ensemble de composants travaillant ensemble n'a plus à interagir directement. Au lieu de cela, il se réfère uniquement à l'objet médiateur unique. De cette façon, il est également plus facile de réutiliser ces objets dans d'autres parties du système. Nous pouvons présenter le modèle de conception médiateur par ce diagramme UML, où nous pouvons identifier les participants suivants. Mediator, qui définit l'interface que les objets colleagues utilisent pour communiquer. Colleague définit la classe abstraite contenant une seule référence au médiateur. Concrete Mediator encapsule la logique d'interaction entre les objets colleagues. Concrete Colleague 1 ou 2 communique uniquement via le médiateur. Comme nous pouvons le voir, les objets colleagues ne se réfèrent pas directement les uns aux autres. Au lieu de cela, toute la communication est effectuée par le médiateur. Par conséquent, Concrete Colleague 1 et Concrete Colleague 2 peuvent être réutilisés plus facilement. De plus, au cas où nous aurions besoin de changer la façon dont les objets colleagues fonctionnent ensemble, il suffit de modifier la logique Concrete Mediator, où nous pouvons créer une nouvelle implémentation du médiateur. Maintenant que nous avons une idée claire de la théorie, prenons un exemple pour mieux comprendre les concepts dans la pratique. Imaginons que nous construisons un système de refroidissement simple, composé d'un ventilateur, fan, d'une alimentation, power supplier, et d'un bouton, button. Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre le ventilateur. Avant d'allumer le ventilateur, nous devons allumer l'appareil. De même, nous devons couper l'alimentation juste après que le ventilateur est éteint. Jetons maintenant un coup d'œil à l'exemple d'implémentation. Tout semble bien fonctionner, mais remarquez comment les classes button, fan et power supplier sont fortement liées. Le bouton fonctionne directement sur le ventilateur et le ventilateur interagit avec le bouton et l'alimentation. Ceci
vient du fait qu'on a défini un objet de type fan dans la classe de type bouton, que nous utiliserons dans cette classe, et qu'on a aussi défini des objets button et power supplier dans la classe fan. Ainsi, les objets ou bien les collègues fan, button et power supplier sont fortement couplés. Il serait difficile de réutiliser la classe button dans d'autres modules. De plus, si nous devons ajouter une deuxième alimentation à notre système, nous devons alors modifier la logique de la classe fan. Implémentons maintenant le modèle Mediator pour réduire les dépendances entre nos classes et rendre le code plus réutilisable. Tout d'abord, introduisons la classe Mediator. Cette classe possède comme attribut tous les classes collègues et définit les méthodes qu'utilisent ces derniers, notamment press, start et stop. Analysons par la suite la classe button, qui utilisait avant l'objet de type fan pour appeler les fonctions turn on et turn off. Maintenant, pour communiquer avec fan, il utilisera la classe mediator et appellera les méthodes par celui-ci aussi. Si on passe à la classe fan, avant, elle définissait comme attribut les deux objets fan et button, mais maintenant, elle se contente de l'attribut mediator et l'utilise pour communiquer avec ces derniers. Alors que la classe power supplier ne change pas, puisque même avant, il n'utilisait pas les autres objets. Notre système de refroidissement fonctionne comme prévu. Maintenant que nous avons implémenté le modèle Mediator, aucune des classes Button, Fan ou Power Supplier ne communique directement. Ils n'ont qu'une seule référence au médiateur. Si nous devons ajouter une deuxième alimentation à l'avenir, il ne nous reste plus qu'à mettre à jour la logique du Mediator. Les classes Button et Fan restent intactes. Cet exemple montre avec quelle facilité nous pouvons séparer les objets dépendants et faciliter la maintenance de notre système. On peut alors voir comment le design pattern de médiateur permet de vérifier à la fois le principe solide de responsabilité unique ainsi que celui d'ouvert-fermé. Maintenant, on passe à les avantages et les inconvénients de l'utilisation du modèle médiateur. Comme on a vu dans l'exemple, par l'utilisation du modèle médiateur, nous pouvons mettre les communications entre les différents composants au même endroit, rendant le code plus facile à comprendre et à maintenir, ce qui vérifie le principe de responsabilité unique et qui réduit la variété des messages échangés par les différents objets du système. Ainsi que nous pouvons ajouter de nouveaux médiateurs comme réutiliser les composants individuels plus facilement sans avoir à modifier les composants déjà en place par le couplage faible du système en centralisant la logique du contrôle, ce qui vérifie le principe ouvert-fermé. Mais avec le temps, l'objet médiateur peut évoluer en GoodObject. On sait que le principe général de la programmation structurée est de s'attaquer à un problème important en le divisant en plus petits problèmes à résoudre. Une fois chacun des petits problèmes résolus, le problème général est automatiquement réglé. La programmation GoodObject ne suit pas cette approche. Au lieu de cela, la plus grande partie du programme consiste en un seul bloc qui est renseigné sur tout et maintient constamment à jour données ou informations sur le programme et fournit la plupart des fonctions et les algorithmes qui utilisent ces données. Du fait que cet objet supporte et organise tellement d'informations à lui seul, il joue un rôle identique à celui d'un dieu. À ce moment, le GoodObject devient un exemple d'anti-pattern ou anti-patron, car elle est référencée par tout le reste de la programmation, ce qui rend la maintenance du système très difficile. La question qui se pose maintenant est la suivante. Dans quelle situation dois-je utiliser le design pattern médiateur? Le modèle médiateur est un bon choix si nous devons gérer un ensemble d'objets fortement couplés et difficiles à entretenir. De cette façon, nous pouvons réduire les dépendances entre les objets et diminuer la complexité globale.
Ainsi, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, il faut identifier une collection d'objets en interaction qui bénéficierait d'un couplage faible. Deuxièmement, il faut les encapsuler dans une classe médiateur. Troisièmement, il faut restructurer toutes les classes de collègues pour n'interagir qu'avec l'objet médiateur. Et finalement, reconfigurer dynamiquement les interactions d'objets du mediator si nécessaire. Passons maintenant à la différence entre le médiateur et l'observateur. La différence entre ces deux modèles est souvent très fine. Dans la majorité de cas, vous pouvez implémenter l'un ou l'autre. Généralement, l'observateur définit une dépendance structurée entre les objets, c'est-à-dire un à plusieurs, de sorte que lorsqu'un objet change d'état, tous ces dépendants sont notifiés et mis à jour automatiquement. D'une autre part, le modèle médiateur définit un objet qui encapsule la manière dont un ensemble d'objets interagit. Le modèle médiateur favorise le couplage large en empêchant les objets de se référer explicitement les uns aux autres et il vous permet de faire varier leur interaction indépendamment. D'après ces deux approches, nous voyons qu'il y a plusieurs différences entre les deux modèles. Mais cela n'empêche pas l'existence des cas où le médiateur ressemble de près à l'observateur. C'est le cas lorsque l'objet médiateur joue le rôle de diffuseur et les composants agissent comme des souscripteurs qui s'inscrivent et se désinscrivent des événements du médiateur. Et ce n'est pas le cas lorsqu'on associe de manière permanente tous les composants au même objet médiateur. Cette implémentation ne ressemblera pas à l'observateur, mais sera tout de même une instance du patron de conception médiateur.